Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation à l'occasion du lancement de l'augmentation de capital d'Oncodesign Precision Medicine. Nous sommes en présence des trois cofondateurs d'OPM, Philippe Gène, président-directeur général, Yann Oflerc, directeur scientifique et Karine Lignel, directrice des opérations. À titre informatif, ce webinaire est enregistré. À la fin de la présentation, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions par écrit via le système de chat situé en bas de votre écran à droite. Philippe, Yann, Karine, je vous laisse maintenant la parole pour présenter OPM. Ok. Voilà. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Philippe Gène, cofondateur et PDG de l'entreprise. Donc, notre mission à OPM, c'est de découvrir et de développer de nouvelles thérapies innovantes, efficaces contre les cancers avancés et résistants. Cette société est une société technologique qui est née en 2022, donc elle est très récente, mais elle est issue d'un projet qui a été créé en 1995, donc qui est un projet qui est très structuré, qui était celui d'Oncodesign, et elle est née de la séparation du service et des actifs de cette société qu'on avait pu développer durant ces années précédentes. Juste les projets que vous allez voir derrière, notamment les 3 projets thérapeutiques, représentent à peu près 60 millions d'investissements au préalable. C'est une société qui est spécialisée en médecine de précision et qui adresse en particulier les phénomènes de résistance thérapeutique et de développement métastatique, qui sont les problématiques les plus importantes qui restent dans le traitement des cancers. Suivante, voilà. Donc, comme vous le verrez, comme vous l'avez vu, comme vous le verrez, nous sommes une équipe expérimentée, très complémentaire, avec des backgrounds très différents, mais on a à la fois collaboré longtemps avant au travers d'Oncodesign pendant une quinzaine d'années. Donc mon parcours à moi, c'est un parcours d'entrepreneur, de scientifique entrepreneur. J'ai un PhD au départ en pharmacologie, notamment l'étude de résistance des mécanismes de résistance dans les tumeurs digestives. J'ai créé Oncodesign, donc mon parcours est très mêlé à celui d'Oncodesign en 95. J'ai cependant aussi travaillé entre 90 et 98 sur un projet issu de mon doctorat qui a été développé par la société Debiopharm, ce qui m'a donné le goût à la fois dans l'entrepreneuriat, au travers de la connaissance de son PDG, et surtout aussi l'envie de créer des sociétés innovantes. Il s'avère que c'était la vague des biotech, et donc j'ai eu cette chance de pouvoir embarquer cette vague avec un modèle original, celui d'Oncodesign, qui était à la fois un modèle de service et à la fois un modèle de biotech. Voilà, je vous laisse la parole à Yann. Donc Yann Oflerc, bonjour à toutes et à tous, directeur scientifique, donc chimiste de base. Plutôt un parcours, j'ai passé dans les grandes sociétés pharmaceutiques, les big pharma comme on les appelle. Donc le plus récent, c'était Johnson & Johnson, Janssen en Belgique, de 2000 à 2008. Et c'est pendant cette période qu'avec mes équipes, j'ai créé la technologie NanoCyclix, qui est maintenant une des technologies, bien sûr, d'Oncodesign, que j'ai rejoint en 2008 après la rencontre humaine avec Philippe et la société. Et donc, en 2010, on a pu introduire cette technologie chez Oncodesign et on a démarré nos projets de drug discovery. Bonjour, Karine Lignel. Je suis ingénieure et j'ai un master en finance. J'ai d'abord commencé dans l'agroalimentaire et ensuite j'ai fait 21 ans de capital risque et donc j'ai investi dans de très nombreuses sociétés technologiques, notamment biotechnologiques. Et dans ce cadre-là, j'ai investi et été membre du conseil d'administration chez Oncodesign de 2008 à 2021. Et ensuite, j'ai rejoint Oncodesign en 2021, participé à la session dont a parlé Philippe, donc Oncodesign Service d'un côté et d'OPM de l'autre côté. Et je suis donc cofondatrice d'OPM et directrice des opérations. Si on fait rapidement une petite carte d'identité de la société, comme vous le savez, on a fait la LPO en octobre 2022. Nous sommes cotés sur Euronext Growth. Nous sommes à Dijon. Aujourd'hui, nous sommes 22 collaborateurs, dont 11 PhD. Les 3 cofondateurs sont devant vous et on vous a expliqué notre parcours. Ce qui est important sur la partie droite de la slide, c'est de montrer que nos financements sont de 3 ordres, à la fois industriels, appel au marché et bancaires, en plus des financements publics dont on parlera un petit peu plus tard, mais les financements qu'on a eu aujourd'hui donc sont de 3 ordres. Les 2 premiers sont des financements industriels. Yann reviendra sur les programmes sur lesquels nous sommes en partenariat avec Servier.
Et donc, depuis notre création, nous avons reçu 7 millions sur le programme de l'ARC 2 qui s'appelle OPM 201 et 1,5 million sur le programme de Start Pancréas qui se base sur une autre technologie que Yann vous présentera. Nous avons également fait une augmentation de capital en décembre 2022 et ce qui nous semble important de dire sur cette augmentation de capital, c'est que d'une part, 5 millions d'euros ont été souscrits par nous, ce qui est évidemment à souligner, et d'autre part, nous avions, comme cette augmentation de capital-là, mis un droit de priorité. 81% de nos actionnaires de l'époque ont participé à l'augmentation de capital, et l'augmentation de capital a été sursouscrite. Par ailleurs, nous avons réussi à signer un emprunt avec des banques régionales en octobre 2023, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Alors, OPM, c'est un pure player de biopharmaceutique. Notre but, c'est de créer d'ailleurs une biopharma européenne à terme. Et elle a des produits à ce stade, au stade clinique, et qui sont des produits qui proviennent de la médecine de précision. Alors, pour ce faire, elle a une plateforme technologique, parce que c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup, l'innovation technologique, qui doit amener à l'innovation thérapeutique. C'est en cela qu'on a travaillé toutes ces années précédentes. On a 3 technologies qui sont complémentaires. Une première qui est la plus ancienne, nanocyclique, Yann en a parlé, c'est une technologie chimique qui permet de faire des petits inhibiteurs très sélectifs des kinases qui sont en elles-mêmes une très grande famille de cibles déjà utilisées par l'industrie. On va dire qu'il y a plus d'une trentaine de médicaments qui à ce jour proviennent de cette famille de kinases et de leur dérégulation. Les premiers produits, OPM 101, 201 et 102, proviennent tous les 3 de cette technologie et sont issus de nos travaux en amont. On a, si je prends la base aussi de cette médecine de précision, quand on fait de la médecine de précision, on travaille sur les cibles et on a développé une technologie qu'on appelle OncoSniper qui permet d'aller travailler sur l'identification et la validation de nouvelles cibles thérapeutiques, spécialement chez les patients atteints de cancer résistant et métastatique. Et quand on a les meilleures cibles thérapeutiques, on a, on va dire, de grandes chances d'avoir les meilleures molécules par la suite. Alors, soit ce sont des kinases et on a nanocyclique, soit ça peut être des molécules de surface qui nous permettent d'adresser spécialement ces cellules. Et à ce moment-là, nous, on a choisi de développer une approche pour faire des radioconjugués, c'est-à-dire des vecteurs qui sont plutôt de nature biologique, qui adressent à la surface des cellules tumorales des récepteurs, et ces récepteurs sont spécifiques des cellules tumorales. On greffe sur ces vecteurs biologiques un élément radioactif, un isotope, et par là même, on crée de la radiothérapie très ciblée. C'est la différence avec la radiothérapie qui existe depuis très longtemps, on va dire, et qui a déjà fait nettement ses preuves, on va dire. Et là, on amène la radiothérapie vraiment au chevet de la cellule tumorale pour la tuer, elle et d'autres, aux alentours. Voilà, c'est le choix. Et je dirais que la combinaison de ces 3 technologies nous permet d'avoir à la fois les meilleurs vecteurs et à la fois les meilleures kinases à cibler dans ces grandes familles. Et tout ça étant articulé aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. On a conservé le modèle d'innovation d'OncoDesign, forcément, avec ces 3 activités stratégiques, expérimentation, découverte et études. L'expérimentation, c'est maintenant représenté par la société OncoDesign Service, toutes les plateformes qui permettent une expérimentation pointue et donc la sélection des meilleurs composés médicaments sont chez OncoDesign Service et on a un partenariat très étroit avec cette société. Pour ce qui est de la découverte, ce sont nos technologies, nanocycliques, OncoSniper et Prométhée, et on alimente OncoSniper, c'est-à-dire qu'on alimente les cibles grâce à des essais thérapeutiques, à des données cliniques et à des essais, on va dire, où on recherche effectivement au travers de l'information les corrélations entre les populations de patients résistants, entre les gènes qui sont exprimés par les cellules métastatiques et éventuellement l'obtention de cibles à la fois de surface ou à la fois de nouvelles kinases. Voilà. Et tout ça, OncoSniper est axé effectivement autour de notre approche d'intelligence artificielle qu'on a commencé à développer dès 2015. Nanocyclique, Yann.
Donc la nanocyclics, donc effectivement Philippe l'a dit, donc des inhibiteurs de kinase, des inhibiteurs de nouvelle génération. Kinase, il y en a plus que 500 dans les génomes humains. 400 maladies déjà identifiées liées à un dysfonctionnement des kinases. Et donc l'objectif de nos molécules, c'est de bloquer la kinase qui est dérégulée sans toucher les autres. Et c'est une grande difficulté parce que toutes les kinases se ressemblent. Et bien sûr, si on touche aussi les autres kinases, on a sûrement des effets secondaires. Donc là, on a une technologie propriétaire qui est notre technologie petite molécule chez OPM. On a fait plus que 12 000 molécules extrêmement diverses, ce qui nous permet aussi, avec ces molécules, d'adresser des kinases qui restent aujourd'hui très peu explorées. Et RIPK2, c'est un joli exemple avec un potentiel first in class, ou des kinases qui sont notoirement difficiles à travailler. Et l'ARC2, c'est l'autre exemple, une cible connue depuis très longtemps, et c'est seulement maintenant qu'il y a des molécules en clinique. Donc des molécules avec des propriétés extrêmement favorables, puissance, sélectivité, mais aussi propriétés pharmacocinétiques, comme vous allez le voir. Et aujourd'hui, clairement, la plateforme la plus mature chez nous, avec des molécules en clinique sur différents cibles. Et on en parlera. Alors, le pipe, notre pipe, on est une biotech, donc le pipe est quelque chose de très significatif. Quand on prend les trois composés lead chez nous, c'est OPM 101, 102 et 201, ils sont directement issus, je dirais, de notre recherche. Ça aussi, c'est à noter, c'est-à-dire qu'on les a découverts dans les années précédentes. On a financé leur développement, je vous parlais de 60 millions d'euros. Pour ce qui est de ceux qui connaissent Oncodesign et son histoire, on a notamment acquis un secteur de drug discovery de JSK à Paris, aux Ulysses, et notamment avec les moyens financiers qu'on a investis dans ce domaine pour ressortir des molécules qui nous appartiennent en propre. Donc, la priorité des priorités, c'est OPM 101. On reviendra sur le projet en détail, Yann va vous l'expliquer. Sa petite sœur, qui est une molécule extrêmement intéressante dans le domaine de l'oncologie, qui est sur la même cible. On est sur une molécule qui se dirige tout droit vers son IND à ce stade. L'ARC2, alors l'ARC2 c'est la cible, OPM 201 c'est la molécule et c'est une molécule qu'on a déjà partenarisée et licenciée avec les laboratoires Servier et qui suit très près le développement de notre OPM 101 avec je dirais, la même régularité et la même vitesse. Start Pancreas, on en parlera, c'est un projet où on est en collaboration avec le laboratoire Servier pour découvrir de nouvelles cibles liées au cancer du pancréas, qui reste un cancer extrêmement résistant par définition et sur lequel il faut absolument progresser. Et le choix de nouvelles cibles thérapeutiques est un vrai temps fort dans la lutte contre cette pathologie. Vous avez trois autres programmes qui sont des programmes déjà un signé avec un spin-off d'une société qui s'appelle S-Engine, qui est une société US. Je ne vous donnerai pas la cible parce qu'elle demeure confidentielle et on a une collaboration qui est en train de se développer avec son spin-off. Et puis surtout MRT1 et MRT3 et 4 qui sont les radiothérapeutiques où là on est très proche du démarrage. Il nous manquait une technologie, on a étudié le meilleur moyen d'obtenir cette technologie et d'obtenir la meilleure technologie en termes de vectorisation. Et nous avons fait des choix qu'on va exprimer d'ici peu de temps. Voilà. Donc voilà, donc là on démarre la présentation de nos programmes prioritaires. Donc on commence par OPM 101. Donc OPM 101 aujourd'hui, on regarde prioritairement deux indications. La première indication, c'est ce que vous voyez en bas. C'est une indication qui est extrêmement émergente, mais qui a le potentiel de valoir, comme vous le voyez en 2030, plus que 4 milliards de dollars. Et c'est un effet secondaire de traitement d'inhibiteurs de checkpoint en oncologie, donc traitement révolutionnaire aujourd'hui utilisé dans plusieurs types de cancers, avec effectivement une émergence de colites
qu'on appelle colite induite, colite ulcéreuse immuno-induite. Et donc là, le potentiel de OPM101, effectivement, de résoudre ce problème, ce qui voudrait dire que les patients peuvent être nettement mieux servis par ces molécules anticancéreuses. Donc, premier marché avec grand potentiel. Deuxième marché, c'est le marché dont on a déjà beaucoup discuté, c'est la rectocolite hémorragique. Donc là, de nouveau, de potentiel de 10 milliards en 2031. Aujourd'hui, quand même, beaucoup de molécules déjà sur cet axe thérapeutique, et ils sont nommés ici, à gauche en haut, sachant quand même que même avec toutes ces molécules-là, en discutant avec les experts, on arrive quand même qu'à traiter une 40% de patients. Pour les autres, il y a des résistances ou une non-réponse à ces thérapies-là. Donc, il y a une vraie recherche vers nouveaux mécanismes d'action, nouvelles molécules qui peuvent nous permettre en fait de passer cette barrière de 40% de traitement. Et donc, c'est là où OPM101 se positionne parce que c'est une molécule quand même assez différenciée, même très différenciée des molécules que vous voyez décrites ici. C'est une petite molécule, déjà en contraste avec beaucoup d'autres molécules à gauche. Donc, petite molécule administrable par voie orale, avec un temps de demi-vie qui est assez long pour une petite molécule, on va en parler, mais qui est bien sûr beaucoup plus court que pour un médicament biologique. Et ça, c'est extrêmement important. C'est aussi un modulateur du système immunitaire et pas un suppresseur comme la plupart des molécules, ce qui nous donne le potentiel effectivement d'être nettement meilleur au niveau des effets secondaires, notamment des infections opportunistes qui sont typiques pour ce type de traitement lié au système immunitaire. Comme c'est une petite molécule administrable par voie orale, elle a le potentiel de combinaison avec les autres traitements. On a une sélectivité pour l'appareil digestif, ce n'est pas une injection bien sûr, c'est une molécule prise par voie orale. Et effectivement, on va vous le montrer. Dans des modèles précliniques, on a montré l'efficacité de notre molécule dans ces deux indications. Je vous disais que le monde pharmaceutique est toujours à la recherche d'innovation dans ce domaine, malgré le grand nombre de molécules qui existent déjà. Là, on vous montre un peu ce qui s'est passé ces dernières années, les acquisitions, les licences prises. Donc, vous voyez que tous les grands dans ce domaine restent extrêmement actifs pour des montants énormes dans ce domaine, à la recherche de vraies molécules différenciées. Et potentiellement, ces molécules-là, une de ces molécules-là, ça peut être OPM101. Mécanisme d'action, donc complètement nouveau. Donc, RIPK2 s'associe avec NOD2 pour combattre des infections bactériennes. Donc, ça, c'est le rôle dans le système immunitaire inné. Il est bien connu que la dérégulation de ce mécanisme d'action mène justement à des maladies inflammatoires, maladies auto-immunes. C'est un mécanisme d'action différent de toutes les molécules que vous avez vues sur les slides avant. Donc, une cible qui a le potentiel d'être vraiment différent de ce qui existe et d'amener une solution aux patients qui n'en ont pas aujourd'hui. Notre molécule, vous voyez ici une image avec notre molécule qui bloque le site actif de la kinase RIPK2. On en a déjà parlé, notre inhibiteur OPM101 permet une normalisation de la réponse immunitaire et pas une suppression, ce qui est un avantage énorme dans ce domaine, parce que ça veut quand même dire que le patient a toujours le potentiel de réagir sur des agressions par son système immunitaire. Un très haut niveau d'interférence avec ce système immunitaire, ce qui doit nous permettre de contourner le phénomène de résistance lié notamment aux anti-TNF, et donc une nouvelle opportunité d'intervention dans les rectocolites hémorragiques et dans les colites induites effectivement par des checkpoints en oncologie. Donc OPM101, un inhibiteur de type 1, très puissant, très sélectif,
et comme vous allez voir aussi, avec une très grande sécurité, une très grande marge, et bien sûr, petites molécules actives par voie orale. Là, on vous montre nos études précliniques de pharmacologie, et on en a fait 2. À gauche, vous voyez un modèle assez classique dans ce domaine de colite, une colite aiguë induite par le DSS, qui est un abrasif du côlon et qui induit donc une inflammation. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous voyez en bas, où on fait le lien entre le niveau de cytokine pro-inflammatoire, le TNF-alpha, avec le score clinique de la maladie, exprimé ici par un score endoscopique. Et vous voyez bien que le plus qu'il y a du TNF-alpha, donc le plus qu'il y a de ce cytokine pro-inflammatoire, le plus que la maladie s'aggrave. Et ce que vous voyez avec les points rouges, c'est l'effet de la molécule, de notre molécule OPM1. Vous voyez que aussi bien le taux de TNF-alpha, l'expression diminue très fortement et l'état de la maladie s'améliore nettement. Le premier signal très clair d'un rôle potentiel de notre molécule. À droite, on vous montre le deuxième modèle. C'est un modèle où on a combiné de nouveau le même DSS qui induit une colite aiguë avec une molécule anti-CTLA4. Donc, une anti-CTLA4, c'est justement ces inhibiteurs du checkpoint dont on a parlé. Et cette molécule induit, comme vous pouvez le voir, une colite chronique qui dure beaucoup plus longtemps que seulement l'effet induit par la DSS. Et ici, vous voyez aussi que sur les 2 phases, aussi bien sur la phase aiguë que sur la phase chronique, une nette amélioration de l'état de maladie de nouveau ici, en utilisant différentes doses de notre molécule. Ce qui, bien sûr, nous a donné déjà toute la motivation d'avancer notre molécule. Et là, ici, je passe quelques étapes au niveau de tox préclinique et autres, préparation de la molécule. Et on va vous parler maintenant de l'étude clinique phase 1 chez des volontaires sains qu'on a mis en place en partant de début de l'année passée, avec 3 grands objectifs. Évaluer la tolérabilité, bien sûr, regarder la pharmacocinétique et aussi la pharmacodynamique de la molécule chez l'homme. Comme vous le voyez ici, ça démarre par une période SAD, donc dose unique, une seule dose administrée aux patients. Et on a fait 9 cohortes dans cette période SAD, Single Ascending Dose en anglais. On l'a fait dans un temps record, comme vous pouvez le voir. On a démarré effectivement, je pense, le 9 février et on a terminé cette période SAD au mois de septembre. Et bien sûr, on a pu aller aussi vite parce qu'on n'a pas vraiment eu de problème dans cette étude. Ce qui nous a permis de démarrer la période MAD, Multiple Ascending Dose, donc de multiples doses administrées aux volontaires sains pendant 14 jours. Période MAD qui est en cours. On vient de finir la deuxième cohorte, la deuxième dose, avec un objectif de finir cette période MAD avril de cette année, avec un rapport d'études complet vers la fin de l'année. Un peu plus de détails. Donc, ce qu'on montre ici, c'est qu'effectivement, les différentes cohortes qu'on a passées, on a commencé à une dose extrêmement faible, 5 mg. On est allé jusqu'à 1 g, donc 1000 mg, et on n'a pas eu d'effet secondaire. Donc, excellente tolérabilité, excellente marge de sécurité. Et vous allez voir aussi très grande marge au niveau d'efficacité, parce qu'on voit déjà un très bon engagement de la cible RIPK2 par la molécule à 60 mg, sachant qu'on a pu monter à 1000 mg sans effet secondaire. Au niveau de pharmacocinétique, là, vous voyez qu'avec les différentes doses, on a une nette augmentation de l'exposition, donc très bon comportement de la molécule, absorption rapide, c'est ce qu'on attend d'une petite molécule, mais le plus important et extrêmement intéressant pour la molécule, c'est une demi-vie d'élimination qui est longue pour une petite molécule de 12 à 14 heures. Typiquement, on est très content si on a une demi-vie pour une petite molécule de 4 à 6 heures. Ici, 12 à 15 heures, c'est vraiment excellent pour la molécule.
On a aussi regardé l'effet nourriture, on voit un effet léger. En fait, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de restriction de prise à jeûne chez le volontaire de notre molécule. Et si on est sur la pharmacodynamie, donc l'effet thérapeutique de la molécule future, ici on regarde l'engagement de la cible, on regarde effectivement l'inhibition de l'augmentation de TNF-alpha, on en a déjà parlé, et vous voyez qu'à partir d'une dose de 60 mg, une fois par jour, donc c'est indiqué en rouge sur le tableau, on a une inhibition, un engagement de la cible de plus que 60-70%, ce qui est excellent au niveau de ce dose-là. Ce que vous voyez à droite, en fait, c'est l'effet modulation vis-à-vis de suppression. Ce que vous voyez en bleu, c'est le niveau basal, parce que chaque volontaire sain, bien sûr, il a aussi son système immunitaire qui est en action. On stimule, c'est ce que vous voyez en vert, une stimulation qui est nette. Et en appliquant notre molécule OPM101, ben, on retourne au basal, au niveau basal. On ne supprime pas complètement justement le TNF-alpha. Donc là, c'est la preuve de modulation vis-à-vis de suppression. Et là, on est vraiment différencié de toutes les autres thérapies que vous avez vues avant. C'est un très grand argument pour l'utilisation de cette molécule. Donc finalement, on vous montre les premiers résultats des doses croissantes, administration répétée, MAD. Donc démarré le 17 octobre, donc très récemment, 2023. 8 volontaires et même plus aujourd'hui ont déjà reçu une dose de la molécule, ce qui va engager la cible pendant 14 jours, 24 heures par jour, à une dose, effectivement, si vous regardez en haut à droite, vous regardez, après 3 jours, il y a le steady state qui s'installe, à une dose, à une exposition où on peut s'attendre à une très bonne inhibition de la cible. C'est ce que vous voyez en jaune en bas. Effectivement, pendant les 14 jours, on bloque au moins 60-70% l'activité de RIPK2 chez ces volontaires sains. Là, de nouveau, pendant l'évaluation de la tolérabilité, aucun événement grave, donc de nouveau une molécule extrêmement intéressante au niveau de safety, pharmacocinétique qui se comporte bien comme vous le voyez là, et effectivement une pharmacodynamie, comme on l'a entendu suite au résultat de la phase dose unique. Donc aujourd'hui, on réfléchit avec notre board scientifique, notre board clinique sur les indications où on veut tester cette molécule chez le patient. Sans doute la première étude qu'on fera, c'est chez les patients victimes de cancer qui sont traités par les inhibiteurs de checkpoint. Étude relativement simple, assez rapide à démarrer parce qu'il n'y a pas des études de tox additionnelles qu'on va faire avant de démarrer cette étude. Bien sûr, la deuxième étude, c'est le deuxième marché qu'on veut évaluer, c'est la rectocolite hémorragique. Étude internationale, nettement plus de centres, nettement plus de patients et aussi le besoin de faire une étude de tox de 13 semaines auparavant, ce qui, bien sûr, va prendre un peu plus de temps. Et pour nous, ce sont les deux grands axes à développer, les deux indications à évaluer et le potentiel de la molécule prioritaire. Voilà, donc là, on vous montre notre Clinical Advisory Board, notre conseil clinique, avec différents membres avec qui on discute aujourd'hui. Des experts dans ce domaine, bien sûr, reconnus au niveau mondial et qui sont extrêmement enthousiastes sur le profil de la molécule, le mécanisme d'action différent de tout ce qui existe et notamment le potentiel aussi chez les patients qui n'ont aujourd'hui pas de solution. Et bien sûr, on continue aussi à travailler avec les experts non cliniques et précliniques qui sont avec nous depuis déjà pas mal de temps. Donc, OPM101, conclusion, très solide atout pour devenir incontournable dans le traitement des MICI. On l'a déjà répété, MH thérapeutique importante, comme on le voit dans notre phase 1.
ex vivo le modèle pharmacodynamie sur la TNF-alpha. Donc, on voit clairement chez le volontaire sain l'effet d'inhibition à des doses extrêmement faibles. Immunomodulation plutôt qu'immunosuppression, extrêmement important. Phase 2, ben, on commence à le préparer sur les 2 grands axes qu'on a identifiés et dont je viens de parler. Grand besoin médical, malgré les molécules qui existent, et une molécule qui peut se combiner aussi avec d'autres thérapies, qui peut aussi être appliquée chez des patients qui ont des comorbidités, notamment en cancer. Donc là, je passe sur OPM 102, c'est le petit frère ou la petite sœur OPM 101, donc de nouveau un inhibiteur de RIPK2. Pourquoi RIPK2 dans le cancer? On n'en a peut-être pas encore parlé beaucoup. Bon, il y a des données nouvelles qui sont reportées, qui ont été reportées assez récemment, ces dernières années. Clairement, RIPK2 est fortement exprimé, surexprimé même, dans différents types de tumeurs. Tumeurs du sein, l'ovaire, la vessie, côlon, entre autres. Donc vraiment un mécanisme d'action qui peut jouer un rôle dans ces cancers-là. Plusieurs publications très intéressantes qui sont apparues ces dernières années. Et ici, on vous en montre plusieurs, notamment un lien très fort entre RIPK2, NOD2 et la résistance aux inhibiteurs de checkpoint dont on a déjà parlé. Donc clairement, un RIPK2 activé est lié à un non-effet de ces inhibiteurs de checkpoint. Donc, un inhibiteur a le potentiel, en combinaison, de nettement améliorer aussi cette thérapie chez le patient atteint de cancer. Et là, on commence à faire quelques études. Je pense que c'est la première fois qu'on vous montre ces études-là. Ce que vous voyez à gauche, c'est les tumeurs qui poussent effectivement chez les animaux qui sont greffés par différents types de tumeurs. Et on voit effectivement un effet déjà de la molécule même, OPM 102, c'est ce que vous voyez en vert et en rouge, différentes doses, mais ce que vous voyez surtout, c'est qu'en combinant OPM 102 avec le PD-1, donc un inhibiteur de checkpoint, on bloque complètement la pousse du tumeur, et donc et dans ce cas-là, ben, les animaux restent en vie sans problème jusqu'à 60 jours, ce qui est quand même un avancement énorme. Et à droite, vous voyez qu'effectivement, aussi au niveau des cytokines plasmatiques, on voit l'effet de cette combinaison qui va vraiment dans le bon sens. Et donc, on est en train de planifier et d'exécuter d'autres études pour rendre cette mécanisme d'action plus clair aussi pour nous. C'est un grand potentiel aussi d'une deuxième molécule inhibiteur de RIPK2. Ici, on vous montre de nouveau de la collaboration avec Sengyne qui ont des organoïdes, donc des systèmes cellulaires qui sont basés sur des biopsies de patients qui n'ont plus de solution du tout. Donc, il n'y a plus rien qui marche chez eux. Ils ont épuisé tous les protocoles. Et on voit que sur ces systèmes organoïdes, on voit qu'à peu près dans 35% des cas, ces systèmes répondent à OPM 102. Donc là, de nouveau, une indication qu'on peut s'attendre à un effet intéressant de notre molécule, notamment sur des cancers résistants en médecine de précision. C'est exactement là où on veut se positionner. Donc, le paysage concurrentiel actuel de notre positionnement d'OPM, d'inhibiteur de RIPK2, OPM 101, on a le potentiel d'être first in class. Beaucoup ont essayé, mais peu ont réussi. Donc, Boehringer Ingelheim, potentiellement, est un peu devant nous, même si on entend très peu parler de cette molécule-là. Donc, d'où le potentiel d'être first in class avec cette approche-là, quand même sur des marchés extrêmement importants. Et ce que vous voyez en bas, OPM 102 en oncologie, un peu plus précoce encore, mais là, on est clairement dans le lead. Il n'y a personne d'autre qui évalue des inhibiteurs de RIPK2 en oncologie. Et on travaille ensemble, notamment avec des centres cliniques qui ont identifié le potentiel de RIPK2 justement dans ces maladies. OPM 102 en route aussi pour son IND, déjà pour son sélection de candidats. Donc, on est en train, bien sûr, au niveau de CMC, de synthétiser la molécule. Et bien sûr, on s'attend que ça aille assez vite parce qu'on a appris beaucoup d'OPM 101 et comme dit, OPM 102, c'est le petit frère, la petite sœur.
Il y a le package préclinique qui est à faire pour arriver effectivement sélection du candidat qui devrait se faire début de cette année pour arriver derrière vers l'IND. Et là, vous voyez aussi avec qui on travaille, bien sûr avec Oncodesign Service, aussi avec Evotech et bien sûr aussi nous, on pousse cette molécule le maximum qu'on peut le faire. OPM201, donc molécule inhibiteur de LRRK2, une kinase qui a le potentiel de modifier l'évolution de la maladie de Parkinson. Vous savez qu'aujourd'hui, de nouveau, un manque énorme pour les patients. Il n'y a que des thérapies symptomatiques, donc le but étant d'augmenter les niveaux de dopamine. S'il n'y a plus de neurones dopaminergiques, bien sûr, ça ne sert pas à grand-chose. Donc tout le monde est à la recherche de molécules qui peuvent modifier le cours de la maladie. LRRK2, cible LRRK2 kinase, bien sûr, dans le cerveau, est une des deux cibles connues dans ce domaine, l'autre étant l'alpha-synucléine. Quand même identifié déjà en 2004 dans des cas familiaux de la maladie de Parkinson, liée à une mutation de LRRK2. On peut dire que toute l'industrie pharmaceutique a travaillé sur cette cible-là. Néanmoins, il y a une molécule aujourd'hui. En fait, il y a deux molécules aujourd'hui en clinique. La première, c'est une molécule de Denali Biogen en phase 2. Et bien sûr, notre molécule qu'on avance en partenariat avec la société Servier et qui est aussi en phase 1 volontaire sain. Bien sûr, maladie extrêmement importante, maladie neurodégénérative progressive qui touche à peu près 1% de la population au-delà de 60 ans. Et comme dit, besoin énorme. Et aujourd'hui, presque 10 millions de personnes atteintes de la maladie en 2019. Voilà. Donc là, un peu les timelines sur ce développement de la molécule. Donc, le programme a démarré très rapidement. En 2011 déjà, je vous rappelle que la technologie nanocyclique a été introduite chez Oncodesign en 2010. Donc, premier programme en fait travaillé, avec notamment en partenariat avec Ipsen qui a investi plus que 25 millions d'euros dans cette phase de recherche de la molécule. En 2017, Ipsen a décidé de rendre le programme à Oncodesign pour des raisons stratégiques, changement de stratégie. Ça arrive chez les pharma. Et donc, on a pu redémarrer justement le programme nous-mêmes. Et effectivement, en 2019, nouveau partenariat avec Servier, potentiel assez important de cette collaboration, 70 millions d'euros potentiels de milestones, dont déjà une partie acquise, et bien sûr aussi des redevances sur les ventes potentielles. Sélection de candidats précliniques 2021, entrée en clinique après la prise de licence de Servier, et une étude qui s'annonce bien aussi, qui est complètement menée par Servier, et qui avance vers aussi l'étape multiple ascending dose, MAD, dose multiple, chez le volontaire sain, avec des résultats aussi attendus en 2025. Start Pancreas, je commence par OncoSniper, donc la technologie de découverte de nouvelles cibles d'intérêt, des cibles très innovantes. Donc, début de la recherche de nouvelles molécules. Comme disait Philippe, si on a la meilleure des cibles, les molécules ont aussi le potentiel d'être extrêmement intéressant pour les patients. Deux grands axes dans cette plateforme technologique. D'un côté, études cliniques pour obtenir des échantillons, pour obtenir des informations génomiques, génétiques chez le patient. Deuxième grand axe, bien sûr, une technologie d'IA, d'intelligence artificielle propriétaire, basée sur le machine learning et le deep learning. On a des connaissances experts très approfondies. On travaille sur ce sujet depuis longtemps et on a pu convaincre de nouveaux Servier dans un programme qui s'appelle Start Pancreas, comme une des applications importantes de cette technologie OncoSniper. Et comme a dit Philippe, l'idée là, c'est d'identifier des cibles qui vont nourrir nos autres technologies. Dans un cas,
des kinases, bien sûr, pour identifier des molécules avec nanocycliques. C'est dans l'autre cas des cibles extracellulaires pour les aborder avec des molécules RIV, des radiothérapies internes vectorisées. Juste un mot sur Start Pancreas, donc de nouveau collaboration avec Servier. L'idée, c'est de trouver effectivement des cibles nouvelles contre le cancer du pancréas, donc un des cancers les moins bien traités aujourd'hui. Programme démarré en 2017, 2022, 2017 c'est OncoSnipe, le programme précurseur, première étude clinique chez le patient. Paiement d'étape prévu cette année et déjà aussi un premier paiement de 500 000 euros perçus à ce jour. Le but, c'est d'identifier des cibles nouvelles et potentiellement aussi engager des collaborations avec Servier autour de ces cibles pour la recherche de nouveaux thérapies. Donc, un petit point financier. On avait au 3 octobre 2023 13 millions et quelques de trésorerie. Alors, pourquoi c'est au 3 octobre 2023? Parce que c'est le moment où nous avons signé l'emprunt bancaire et nous n'avons pas encore communiqué sur le niveau de trésorerie au 31 décembre. Comme vous savez, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas fait notre communiqué de presse là-dessus. Et donc, ça revient évidemment à ce qu'on a dit, à savoir les paiements de Servier sur Start Pancreas dont vient de parler Yann, sur le milestone de levée d'options sur l'ARC2, la levée de fonds dont on a déjà parlé de décembre et l'emprunt en octobre 2023. On revient ici aussi sur les milestones potentiels avec plus de 310 millions d'euros, enfin plus de 300 millions d'euros sur le OPM 201 dont nous avons déjà touché un petit peu d'argent, mais il reste presque 300 millions d'euros et également Start Pancreas. Et on voulait vous rappeler ici aussi que même si la société a été créée en 2022, des investissements ont été faits par nous, en plus de ceux dont on a parlé Yann, notamment sur Ipsen puis Servier, sur les différents programmes. Peut-être juste revenir un petit peu aussi sur les programmes. On vous a parlé de priorité 1, priorité 2. Bien sûr que la priorité des priorités, c'est le programme l'OPM 101. Vous avez ces étapes qui sont précisées sur le calendrier. L'indication qui a été choisie notamment pour la démonstration de l'effet clinique, c'est une indication qui est extrêmement intéressante aussi d'un point de vue gain de temps. C'est une démonstration que l'on espère commencer sur 2025, 2025 et puis éventuellement sur une durée d'un an, 1 an et demi, pour pouvoir démontrer effectivement cette preuve du concept. C'est une étape qui est indispensable. La cible est nouvelle, la molécule est nouvelle et l'industrie, malgré son intérêt, se réfugie un petit peu derrière cela pour à chaque fois en attendre un petit peu plus. Il est devenu commun maintenant que l'industrie pharmaceutique rentre en piste quand les résultats de phase 2 sont à jour et positifs. Et donc, nous sommes totalement partis sur cette indication-là. Elle fait aussi l'objet d'un programme qui sera cofinancé par BPI. L'annonce aussi ne devrait pas tarder. On l'a annoncé en tout cas, nous, lors de l'Investor Day. Et il y aura une bonne partie de cette phase qui sera cofinancée notamment par BPI au travers d'un appel d'offres OPM 102, deuxième priorité. On est à un stade plus précoce que OPM 101, c'est clair. Et là, l'objectif, c'est d'amener très très vite cette molécule à un statut d'IND. Alors l'IND, ce n'est pas simplement l'effet clinique, c'est aussi le profil de toxicologie avant de rentrer en phase clinique, c'est aussi la CMC. Et donc, c'est une phase qui est significative aussi en termes de dépenses. Et donc, voilà, c'est notre deuxième priorité. Start Pancreas est parti sur une base collaborative avec Servier, il vient de vous l'expliquer. Et l'ARC2 est entre les mains de Servier aujourd'hui, il suit sa route. Fin de SAD assez proche. Et MAD, gros enthousiasme de Servier sur cette pathologie, une molécule qui, pareil, une chose quand même à remarquer, c'est que le développement d'OPM 101 jusque-là, et notamment toute la phase volontaire sain, y compris pour la molécule de Servier, ces phases volontaires sains se déroulent très vite et très bien.
ce qui montre qu'on est en fait sur des molécules très confortables d'un point de vue tolérance vis-à-vis des volontaires sains, mais il reste à transposer ça chez les patients. Et donc, priorité 2, ce sont des projets qui sont reliés au développement des radiothérapies, qui sont reliés aussi à l'injection de l'IA dans notamment notre chimie et aussi le développement de notre technologie de découverte de nouvelles cibles. Et ces développements-là, on a choisi de les faire en cofinancement public. Et c'est aussi alors, il y a eu une annonce relativement récente qui a été faite au travers de l'obtention d'une subvention de 2 millions d'un budget FEDER. C'est le projet Comet. Et donc, c'est un projet qui nous permet de travailler d'ores et déjà sur une cible extrêmement intéressante et un vecteur qu'on a déjà sélectionné. Et donc, c'est un programme qui va démarrer assez vite. Voilà. Ceci dit, il y aura toujours un équilibre entre les priorités 1 et les priorités 2. Et dans les priorités 1, notre priorité des priorités restera toujours au PM101 jusqu'à cette démonstration importante qu'on doit faire en phase 2. À toi. Donc là, on revient sur, d'une part, la façon dont l'action s'est comportée jusqu'à début janvier, et d'autre part, sur la table de capitalisation. Alors, la façon dont l'action s'est comportée jusqu'à début janvier, je pense que vous êtes à peu près tous au courant. On a eu un très beau parcours boursier. Alors, il y a eu là, depuis qu'on a annoncé l'opération, évidemment, une baisse du cours de l'action. Mais jusque-là, on avait eu un très beau parcours boursier. Et sur la partie de droite, donc ce qui est très important pour nous, c'est vous rappeler à quel point on est engagé notamment financièrement dans l'entreprise. Comme vous le voyez, Philippe a, avant l'opération, encore plus de 50% du capital. Et tous les trois, on a à peu près 60% du capital, ce qui, dans une entreprise de biotech avec 2 molécules en phase 1, est très, très inhabituel. Et c'est pour ça qu'on le souligne. Pour les conclusions, je crois que nous, on est absolument enthousiastes devant la réussite. Il faut juste se remettre un an en arrière. Je crois que c'est aussi comme ça qu'on arrive à réaliser l'avancée et le travail qui a été fait sur l'année. Il y a un an en arrière, on débutait les phases chez le volontaire sain pour quasiment nos 2 molécules qui s'y présentaient, c'est-à-dire OPM101 et OPM201. On a maintenant un confort extrêmement apprécié, on va dire, suite au développement de ces phases 1. On a des marges thérapeutiques intéressantes et donc un futur immédiat qui nous permet déjà, nous d'avoir choisi d'engager OPM101 dans un développement de phase 2. L'histoire aurait pu s'arrêter beaucoup plus tôt, mais elle continue et avec des perspectives, une marge thérapeutique extrêmement confortable. Et puis derrière, OPM201, lui, va poursuivre sa route avec Servier dans cette direction également et avec un enthousiasme important de la part de ce laboratoire. On a bien sûr alimenté notre banque de cibles, et donc la technologie OncoSniper et le projet Start Pancreas est en route et ça commence à produire. On a répondu à des divers appels à projets pour obtenir du financement public. À l'heure d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a un montant total d'aide publique directe demandée qui est de 14 millions d'euros. Et on a, au travers de 2 programmes qui sont d'ores et déjà acceptés, on couvrira à peu près 11 millions d'euros. Tout ça est en discussion, puisque le deuxième temps, c'est après avoir obtenu ces accords, il y a des discussions avec notamment des pays, l'État ou les instances qui sont en face, et où on précise vraiment le projet et l'aide que vont nous apporter ces institutions. Vous avez vu l'obtention du financement bancaire de 6 millions d'euros en octobre 2023. Il est clair qu'il est assorti d'un certain nombre de conditions et que dans ces conditions, il y a aussi l'obtention de revenus hors ce financement bancaire, notamment public et notamment aussi au travers de levées pour avoir une libération totale, on va dire, de ce financement. On a aussi créé 2 filières industrielles, c'est notre philosophie. On a une politique collaborative, on n'essaie pas de refaire ce que les autres font mieux que nous. Prométhée, qui est la filière industrielle développement régional sur la radiothérapie vectorisée, et ça c'est quelque chose qui est très très important, qui est un ancrage, et on a la confiance à ce niveau-là des instances régionales.
FEDERED, qui est la filière collaborative de Drug Discovery, et on s'appuie sur l'IA pour gagner du temps. Alors, la Drug Discovery, c'est une filière, c'est une succession d'étapes assez grande qui part de la découverte de la cible jusqu'aux essais cliniques. Et à chaque segment, l'IA apporte effectivement son lot d'accélération. Et on ne peut pas travailler sur tous ces segments, on s'est concentré sur la découverte de nouvelles cibles. Par contre, il est important qu'on ait des collaborations avec d'autres sociétés pour pouvoir continuer d'implémenter sans être pénalisé non plus par rapport au développement de cette drug discovery qui est en plein boom, puisque c'est un secteur extrêmement adapté à l'utilisation de cette technologie d'IA. Voilà. Le news flow, on va dire, sur les 2 ans à venir. Résultats finaux, la phase 1 volontaire sain, on va dire, de Servier à peu près à mi-année, 2024. Résultats finaux de la phase 1 volontaire sain, RIPK2, Yann nous en a parlé, ça sera aussi à peu près à mi-année. Et puis on aura un démarrage de la phase 2A. Alors, suivant l'indication, dans un premier temps, ce sera donc les colites induites. Et les colites induites, le démarrage se fera, comme vous l'avez vu, plutôt sur 2025, avec, je dirais, des perspectives d'aller assez vite, finalement, au but. On travaille très, très fort, nous, dès maintenant, comme ça a été expliqué, avec un certain nombre d'experts pour gagner du temps. Ça pourra être consécutif à la fin de cette phase 1 volontaire sain. OPM 102, c'est la préparation des études, c'est l'IND, c'est ce qu'on va chercher. Start Pancreas, c'est sans doute cette année déjà une cible de valider. Et puis, donc le paiement un paiement d'étape de 0,5 millions d'euros qui est assorti aussi à la réalisation, à la terminaison d'un essai clinique spécial sur les cancers du pancréas. Et normalement, ça sera plutôt fin 2024, début 2025. Les MRT, on est, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir commencer à travailler sur une première molécule avec une cible nouvelle durant 2024, avec l'idée d'aller au plus vite sur une IND fin 2025, plutôt courant 2025. Voilà. Nanocyclix, c'est une mine de pépites qu'on exploite de notre côté, mais aussi qu'on exploite aussi en collaboration. Vous l'avez vu avec Essengine, mais pas que. On continue d'extraire des pépites et de discuter avec l'industrie pharmaceutique. Les plus belles pépites, on veut les tailler nous-mêmes pour les amener jusqu'en phase 2. On fait ça pour OPM 101, on le fera aussi pour le 102, puisque c'est une molécule en oncologie, c'est un des buts de l'entreprise. Voilà, suivante. Donc, si on veut résumer nos atouts et que vous ayez une pleine confiance pour venir investir chez nous, je crois que vous avez compris que OPM n'est pas une start-up, qu'elle ne débute pas son activité, qu'elle est dans le prolongement d'un projet qui est une réussite importante. On a cédé pour plus de 100 millions d'euros la partie service. C'est un des succès de Ronax 2022, non revendiqué par eux, c'est dommage, mais c'est un beau succès. Et on est une équipe totalement expérimentée et engagée, et je parle de tous les collaborateurs qui sont à l'intérieur de l'entreprise, avec des compétences, des connaissances existantes, mais aussi nouvelles qu'on a su assortir, notamment en clinique et en oncologie. On a des plateformes technologiques, on a ce modèle technologique qui est une force et qui nous amène effectivement en direction de l'innovation, et à chaque fois, on est propriétaire de notre innovation, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Des molécules issues de nos technologies qui sont déjà en clinique, et donc on a parlé de Parkinson, on a parlé des Mickey, avec des potentiels marchés qui sont extrêmement importants derrière. Il est clair qu'en médecine de précision, il faut faire cette démonstration d'efficacité clinique. Donc, on arrive vraiment aux portes de ces phases 2 qui sont stratégiques pour le développement de ces molécules.
La culture de partenariat, on n'a pas à l'inventer, on l'a déjà, et vous le savez, parce qu'on a tissé par le passé de nombreux partenariats stratégiques, déjà à partir de la technique nanocyclique, avec la technologie nanocyclique, mais aussi sur des partenariats qui visaient à sélectionner des candidats médicaments ici d'autres. Donc, on est en bonne connaissance de cet environnement pharmaceutique, on est connu de cet environnement pharmaceutique et on est crédible. Ce qui est important quand même, quand on apporte quelque chose qui est innovant. Et donc, on a un partenariat aussi, on n'a pas perdu notre acquis, on a dissocié nos activités pour donner plus de lisibilité. Et la partie service, c'est bien sûr, elle garde toutes ces qualités pour lesquelles on a travaillé pendant pratiquement plus de 27 ans. En termes de développement, elle continue son développement, elle fait des acquisitions, c'est public depuis peu de temps, elle continue de se compléter en termes de technologie et on travaille de manière très étroite ensemble. Alors pour conclure notre présentation, on est un tout petit peu en retard, donc je vais être rapide. Évidemment, vous aurez la présentation, donc vous pourrez revoir ça pour vous laisser un peu de temps pour les questions. Donc on a lancé une augmentation de capital avec suppression du DPS et délai de priorité, comme on l'avait fait la dernière fois. Le prix ferme par action est de 1,32 €, avec une décote de tout petit peu plus de 30% par rapport au cours de clôture du jour précédent. Donc, on recherche environ 3 millions d'euros, y compris la clause d'extension. L'offre est aujourd'hui garantie à 75% par des actionnaires historiques et des investisseurs garants. Donc, on est sûr qu'on fera une opération d'au moins 75% de ce montant-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La société s'engage à ne pas refaire de levée de fonds dans les 6 mois suivants et nous nous engageons à ne pas vendre nos actions pendant l'année qui vient. Et comme vous l'avez bien compris, l'utilisation est sur notre priorité 1, donc OPM 101, OPM 102 et Start Pancréas. Et ici, vous avez un calendrier indicatif que vous avez peut-être déjà vu. Donc, le délai de priorité s'est ouvert aujourd'hui et va jusqu'au 2 février. Et après, il y a le délai de l'offre au public et du placement global qui va, lui, jusqu'au 7 février. Et on annoncera le résultat de l'opération le 12 février avec un règlement livraison des actions nouvelles le 14. Et je vais rendre la main à Mathilde pour les questions. Oui, merci Karine. Merci à tous les trois d'ailleurs pour cette présentation. Donc en effet, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Nous avons déjà des questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions grâce au système de chat en bas à droite de votre écran. Alors la première question, elle est pour Karine, s'il vous plaît. Peut-on participer à cette augmentation de capital dans le cadre d'un PEA en étant nouvel actionnaire? Alors on peut absolument participer à cette opération dans le cadre d'un PEA en étant nouvel actionnaire, pour autant que nos actionnaires actuels n'aient pas utilisé toute la possibilité d'investissement. C'est-à-dire que si on arrive à 3 millions d'euros à la fin du délai de priorité, ce ne sera pas possible, mais si on n'arrive pas à 3 millions d'euros, il est évidemment possible d'investir dans le cadre d'un PEA en étant nouvel actionnaire. Merci Karine. La prochaine question, je pense qu'elle est plutôt pour Philippe. Est-ce que vous souhaitez établir un partenariat pour votre programme RIPK2 et si oui, y a-t-il des discussions en cours? Alors oui, totalement. Un partenariat s'engage, les discussions s'engagent très très tôt et on a déjà des discussions avec différentes pharma dans le sujet. Alors il est clair que la démonstration qu'on veut faire sur les colites induites nous intéresse parce qu'elle est à notre échelle en termes de financement aujourd'hui. Travailler sur les maladies immuno-inflammatoires est quelque chose qui nécessite beaucoup de moyens et là, il nous faut absolument un partenariat avec une société pharmaceutique de taille internationale, parmi les plus grosses. Et voilà, on a engagé des discussions, mais je voulais expliquer, la cible est nouvelle, la molécule est nouvelle et aujourd'hui, contrairement à il y a encore peu de temps, l'industrie pharmaceutique a plutôt tendance à attendre, je dirais, des preuves du concept clinique qui soient bien établies, ce qu'on est en train d'essayer de faire. Merci Philippe. Alors la prochaine question, elle est pour Yann, elle est plus scientifique. C'est d'ailleurs un commentaire. Donc, si je comprends bien, OPM 101 a grandi, est devenu OPM 102 et couplé avec PD1 peut devenir un médicament sérieux dans un nombre d'indications qui dépasse les MICI. On t'entend pas. Yann, tu es sur mute.
Pardon. Donc ben, effectivement, OPM 101, l'MIKI, c'est une des priorités. La deuxième priorité qui est nouvelle, c'est effectivement en oncologie, donc en combinaison avec des inhibiteurs de checkpoint, comme vous l'avez vu, marché émergent, mais extrêmement important aussi. Et bien sûr, on est sur le système immunitaire inné. Donc, on vous a indiqué les 2 indications prioritaires, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Typiquement, dans ce type de développement, on positionne une molécule sur ce qui va marcher le plus probablement, mais clairement, il y a d'autres maladies inflammatoires, d'autres maladies auto-immunes et même des maladies rares qui pourraient être des cibles pour une molécule comme OPM 101. OPM 101, effectivement, il y a une molécule à côté qui est différente, qui est moins avancée. C'est OPM 102 et c'est une molécule qu'on positionne différemment. On la positionne complètement en oncologie. On fait des tests, des expériences en oncologie avec cette molécule, notamment de nouveau pour augmenter et pour éviter la résistance des molécules inhibiteurs de checkpoint. Donc oui, ça s'élargit et on peut s'attendre que ça va continuer à s'élargir. C'est assez typique pour des molécules qui affectent les voies dans le système immunitaire inné. Merci beaucoup Yann pour votre réponse. La suivante est pour Karine et Philippe. Pourquoi avoir choisi l'augmentation de capital pour vous financer et peut-être nous apporter plus précisément l'utilisation des fonds de cette levée, peut-être bien nous décrire précisément le use of proceeds de cette levée. Karine, tu veux commencer? Alors, sur le use of proceeds de cette levée, comme on l'a dit, c'est majoritairement OPM 101. Et donc, la préparation de la phase 2, le démarrage de la phase 2. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi une augmentation de capital? Philippe, je te laisse répondre, au moins tu veux que je fasse. L'augmentation de capital, elle est importante dans la mesure où ce qu'on veut, nous, aujourd'hui, on a une trésorerie qui nous permet d'avoir des perspectives sur 2024. On veut pouvoir disposer, on va dire, de cette levée en plus pour pouvoir avoir la possibilité d'engager sans perdre de temps, notamment la phase 2A qui nous intéresse pour le OPM 101 et également de pouvoir avancer aussi au OPM 102 parce que comme Yann vous l'a expliqué, même si ce sont des molécules différentes, elles ont la même cible, ce qui les rapproche quand même. Et on veut pouvoir effectivement très vite positionner, on va dire, les inhibiteurs de REDK2 par rapport à leurs résultats. Et donc, il ne faut pas qu'on perde de temps. On le fait aujourd'hui parce qu'il est mieux pour nous d'aller effectivement lever des fonds alors qu'on a encore des fonds, même si le climat, d'une manière générale, boursier est plutôt maussade. On est informé de ça depuis longtemps, on est aux premières loges pour le savoir, mais pour nous, il est important aussi d'arriver à participer quelque part à un réchauffement, on va dire, de ce marché, parce qu'on pense, des projets extrêmement performants, extrêmement intéressants, et on a eu le temps de les maturer avant. Je crois que c'est aussi le temps de la maturation qui fait qu'on ne veut pas perdre de temps derrière, et on veut rester dans la vague et parmi les premiers. Voilà. Et si je peux compléter, je pense que ça nous donne aussi un confort un peu plus important par rapport aux discussions dont on a parlé juste avant avec les industries pharmaceutiques. Ça permet de dire qu'on vient de faire une levée, qu'on a du cash et que du coup, on est dans une position plus confortable. Merci à tous les deux pour votre réponse. Yann, la prochaine question est pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur le niveau de recherche dans le cancer du pancréas? Le niveau de recherche, je ne sais pas chez nous ou en général, bon, comme dit, il n'y a pas de solution pour ce cancer. Donc, c'est un cancer notoirement difficile à aborder pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des parties de fibrose, donc des molécules ont du mal à pénétrer dans ce cancer. C'est la cause de mortalité la plus importante. Donc il y a peu de molécules qui existent. Donc, c'est là où ça a énormément de sens de rechercher de nouvelles cibles, des cibles différenciées. Et donc, c'est ça le but. Donc, justement, vous voyez, avec Servier, on commence au début.
on commence chez le patient qui est résistant, effectivement, et on cherche de nouvelles cibles pour attaquer effectivement cette maladie terrible. Merci Yann. Alors Philippe, tout à l'heure vous avez conclu sur les perspectives de la société à 2 ans, mais on a quelques questions sur quels sont vos catalyseurs à court terme. Est-ce que vous pourriez peut-être nous repréciser les catalyseurs que vous attendez à très court terme? Je crois qu'on a comme… alors, on va s'entendre sur le terme catalyseur. Hein. Le catalyseur important qu'on attend, c'est de pouvoir effectivement conclure de manière très positive et assez rapide sur le développement de phase 1 d'OPM 101. Bien sûr, le 201 a beaucoup d'importance aussi. Le passage en phase 2 de cette molécule sera aussi un catalyseur important, simplement aussi parce que on a des milestones qui sont associés au développement clinique de cette molécule, et notamment certains de ces milestones sont associés au passage chez le patient. Ce passage chez le patient, il est censé se faire pour cette molécule entre fin 2024 et début 2025. Et donc, on a des milestones intéressants. Et puis, les discussions qu'on a avec des partenaires potentiels en termes pharma, ça, c'est un milestone, enfin, ça sera un milestone important de pouvoir conclure. Ça se fera suivant les résultats de phase 2. Maintenant, on en est à peu près certain. Et on est aussi là sur un catalyseur, on va dire, si on peut reprendre le terme, qui sera un catalyseur effectivement important. Donc, ces deux aspects-là sont importants pour nous. Et on va dire 2024-2025, c'est les années à fort enjeu. Et puis, c'est les années les plus excitantes et sur lesquelles on est à fond, sur lesquelles on a beaucoup d'arguments d'ailleurs à faire valoir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, c'était très clair. Merci beaucoup, Philippe. La prochaine question, je pense qu'elle concerne Yann et Philippe. Est-ce que vous pouvez valoriser financièrement votre expertise en intelligence artificielle avec d'autres biotech, d'autres pharma? Yann, tu veux commencer? Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on n'a pas tellement parlé de l'intelligence artificielle. Il y a une très bonne raison, c'est parce qu'on est en train de complètement l'intégrer dans le processus de drug discovery. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, identification de cibles, de nouvelles cibles complètement au début et optimisation de la recherche de molécules intéressantes. Vous savez qu'aujourd'hui, pour aller d'une nouvelle cible ou d'une indication avec recherche de nouvelles cibles vers une molécule sur le marché, ça prend 12 à 15 ans. Donc, c'est énorme. Et on doit synthétiser ou produire, selon le cas, des milliers de molécules pour y arriver. Donc là, l'impact de l'IA est extrêmement important. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même un changement assez important dans l'IA et dans les sociétés d'IA. Donc la plupart de ces sociétés sont en train de devenir aussi des biotech ou même des petites pharma parce que le but de tout ça, c'est pas faire de l'IA, mais c'est de découvrir des molécules. Et donc, nous, on s'y est pris un peu différemment. Avec toute l'expérience qu'on avait déjà dans le drug discovery, on a mis une couche IA en plus. Et bon, le futur montrera quelle est la meilleure approche. Je pense que les deux approches sont extrêmement valables, mais on voit de plus en plus que l'IA maintenant sert à découvrir des thérapies pour des patients qui n'en ont pas. Philippe, je laisse. Alors, moi, je vais compléter sur un point. Je crois qu'il est clair qu'on a un portefeuille de cibles qu'on développe. Certaines cibles, on va les travailler. D'autres, on les partenarisera parce que de plus en plus, les partenariats seront aussi précoces et débuteront à partir de ces cibles. C'est ce qu'on montre avec Start Pancreas, c'est simplement l'illustration, où pour certaines de ces cibles, on va travailler seul. Servier peut travailler seul, on peut travailler ensemble sur la suite du développement. Donc, c'est exactement le schéma qui va se produire avec notre capacité, on va dire, à trouver ces cibles nouvelles. FeatherEd est un élément de développement extrêmement important parce qu'il est clair qu'on ne pourra jamais intégrer toute l'IA et qu'il est important pour nous de travailler avec les meilleurs partenaires. Yann a précisé quelque chose aussi qui est, à mes yeux, primordial. Nous, on a débuté, juste pour vous dire, en 2015.
ces approches d'IA. Alors, l'IA était quelque chose de totalement ésotérique, et à l'époque, et pour nous. Depuis, on a eu le temps de faire notre propre expérience, d'avoir nos propres équipes. Ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, on n'a plus forcément de laboratoire. On a des experts, mais on a un vrai laboratoire qui est un laboratoire d'IA intégré. Et donc, ce laboratoire d'IA, le plus important dans l'IA, c'est la qualité des data en amont. Et OncoSniper s'alimente de data qu'on produit nous, ou qu'on va chercher de manière judicieuse dans des banques publiques ou des banques privées. C'est comme ça qu'on acquiert, on va dire, notre savoir-faire et nos qualités. Et c'est là-dessus qu'on a mis l'accent. Simplement, c'est effectivement différent des spécialistes de l'IA classique, mais il vaut mieux savoir faire des molécules et après intégrer l'IA, à mon sens, qui est une technologie accessible, et savoir ce qu'on veut faire de cette IA. Voilà, c'est un peu notre démarche et c'est un peu notre rationnel. Merci, messieurs. Prochaine question pour Yann, elle est scientifique. Est-ce qu'il y a des preuves de concept in vivo sur la molécule ciblée pour la maladie de Parkinson? Non. Et c'est là, effectivement, c'est assez typique pour une maladie du système nerveux central. Hein. Donc, il y a toutes les indications déjà depuis 2004 qu'on a identifié une mutation activatrice de la cible LARC2 dans les cas familiaux, justement, de la maladie de Parkinson. Donc, on a fait le lien déjà dans ce cas spécifique. Hein. Donc, aujourd'hui, quelque part, l'étude a élargi quelque part ce rôle de LARC2 aussi dans ce qu'on appelle les cas idiopathiques, la maladie de Parkinson, ce qui veut dire toutes les maladies, tout le Parkinson d'origine inconnue. C'est clair que une souris, un rat qui a la maladie de Parkinson, ça n'existe pas. On peut induire des effets, des symptômes similaires avec le knockout des gènes et autre chose, mais bon, c'est clair que la vraie preuve de concept va se faire chez l'homme, doit se faire chez l'homme. C'est vrai aussi pour d'autres maladies, mais quand même, les modèles sont nettement plus prédictifs que les maladies appliquées justement dans les maladies du système nerveux central. Donc, c'est une très bonne question. Oui, il y a toujours un risque associé à ça. Il y a quand même beaucoup d'éléments scientifiques qui font le lien entre la maladie et la cible, la kinase LARC2. Merci beaucoup, Yann, pour votre réponse. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire et nous n'avons plus de questions dans le chat. On a eu plusieurs questions. Est-ce que, éventuellement, pour conclure, vous pourriez tirer, un an après votre IPO, justement, le bilan clinique à la fois d'une part clinique et d'autre part boursier? Quelle serait votre conclusion chacun? Voilà. Alors, je vais peut-être commencer. C'est compliqué comme question. Alors, sur le parcours boursier, on a vu qu'on avait une action qui s'était très bien tenue et même qui a eu une forte augmentation. Alors après, on peut regretter le peu de liquidité de l'action qui est sans doute lié au fait que il y a beaucoup de petits porteurs et qu'il n'y a pas eu un nombre d'échanges importants. Alors, selon nos communications, parfois il y a des échanges un peu plus importants que d'autres fois. Mais en tout cas, nous, on regrette la peu de liquidité de l'action. Néanmoins, on travaille dessus puisqu'on a un contrat de liquidité et qu'on pense avec notre news flow, il y aura plus d'échanges quand on fera des communiqués de presse sur les grandes étapes dont Philippe a parlé. Et juste, moi, je ne vais pas parler de science, Yann étant là, mais comme l'a dit Philippe, il y a 2 ans, quand on a fait l'augmentation de capital en décembre 2022, la molécule 201, OPM 201 venait de rentrer en clinique et on n'avait pas du tout encore OPM 101 en clinique. On était évidemment très loin de là où on est aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a fait tout ce qu'on a dit qu'on allait faire dans le délai qu'on avait donné. Je vais peut-être prendre la suite à ce moment-là. Moi, je suis très, très insatisfait du parcours boursier, mais je le suis déjà depuis très longtemps parce qu'on est sur une bourse Euronext qui est quand même compliquée quelquefois quand même. Et c'est des périodes compliquées depuis fin 2022 déjà, 2023.
2024, on s'attend à ce qu'elle soit encore compliquée, on va dire, jusqu'à la fin de 2024. Nous, on a fait le choix de maintenir OPM en bourse parce qu'on a le souci de préserver aussi nos investisseurs, notamment les petits investisseurs. Quand on a scindé les deux sociétés, la partie service est sortie de la bourse. Les actifs qui ont été générés par Oncodesign ont été mis dans OPM et donc on est retourné sur Euronext en finalement donnant un équivalent d'actions gratuites à nos ex, on va dire, on peut le dire ainsi, investisseurs. Et donc, pour nous, c'était important qu'il y ait cette clarification et ce côté positif. Moi, je crois que la bourse, c'est je dirais un marché qui doit être ouvert à tous, où chacun doit pouvoir s'exprimer, où chacun en termes d'investisseurs et chaque type de société aussi, et chaque type de modèle, chaque type de vision. Je sais qu'on est souvent un petit peu en marge de ce qui se fait classiquement. On était sur un business model hybride qu'on trouvait très confortable en termes de développement. Moi, en termes d'entrepreneur et de patron de la boîte, je trouvais que c'était pas mal, mais ça ne clarifiait pas finalement suffisamment les investissements qui étaient faits dans la boîte pour ceux qui voulaient financer la partie biotech et pour ceux qui voulaient financer la partie service. On a fait cette clarification, je dirais, au moment où on a fait cette scission parce qu'on avait matière à le faire. Le chiffre d'affaires du service avait atteint des proportions qui permettaient effectivement d'aller chercher des investisseurs pour continuer la croissance externe. Et de l'autre côté, on a besoin de fonds pour faire ces développements cliniques qui sont capitaux. Et là, il faut pouvoir donner toute la pleine puissance à ces projets. Et donc, on est rendu là. On a 1 an d'activité, et je suis d'accord pour l'avoir remarqué moi-même, qu'on a fait beaucoup de choses en 1 an. On est passé de 8 millions, 13 millions de valos, je pense, début 2023, à 40 il y a assez peu de temps, pour redescendre maintenant parce qu'effectivement, on a fait cette annonce d'augmentation de capital. L'augmentation de capital, ce n'est pas notre pain quotidien, on ne l'espère pas. Vous avez vu qu'on a déjà un partenariat avec Servier, qu'on espère avoir des retours financiers qui viennent effectivement nous alimenter. Vous avez vu qu'on a travaillé sur le financement public et ça c'est important aussi pour développer les nouveaux projets. Voilà, on essaye d'équilibrer, mais ceci dit, on est engagé quand même dans une course de vitesse avec le développement de nos molécules phares. Donc là, il faut quand même qu'on fasse ces appels au marché. Il faut aussi qu'on signe ces partenariats extrêmement importants avec l'industrie pharma. Et ce ne sont pas des petits partenariats parce que si on nous oblige à aller dans une phase 2, démontrer l'efficacité, cette molécule aura une valeur qui sera aussi indexée sur son degré de développement et ça, c'est important. Et il faut que le marché boursier reconnaisse à son juste prix, je dirais, les efforts qui sont faits et la qualité des projets. Et à un moment donné, on a envie de dire que la qualité des molécules soit prise en considération plutôt que toute autre chose. Nous, on est convaincus qu'on a des molécules efficaces, on va le démontrer. Et l'industrie pharma nous le démontrera, vous le démontrera aussi, à travers des partenariats. Mais je dirais que la bourse doit le reconnaître également. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais j'ai dit un certain nombre de choses. Yann, à toi. Sur la partie scientifique, je pense qu'on peut être extrêmement content. Donc, on sait que la recherche de médicaments est quelque chose quand même qui prend beaucoup de temps et qui est très risqué. On parle beaucoup d'attrition dans notre domaine, ce qui veut dire il y en a beaucoup au départ, beaucoup de molécules au départ, beaucoup de projets au départ. Il y en a assez peu qui arrivent, notamment au bout. Donc, nous, on a fait les bons choix, je pense, au début. On a choisi la cible LAG2. On a choisi la cible RIPK2, initialement justement sur les colites, les maladies inflammatoires du côlon. Là, ça s'ouvre en plus sur l'oncologie, qui est quand même aussi là où on veut se positionner, notamment sur les maladies métastatiques et résistances, et avec des résistances. On est devenu une société en phase clinique, ce qui est quand même un pas majeur en partant d'une société qui découvre des cibles, qui découvre des molécules. Maintenant, on est en phase clinique. Et en plus, les molécules se comportent pour l'instant extrêmement bien. On a été très rapide, aussi bien avec Servier sur OPM 201 qu'avec OPM 101. Faire toute une étude clinique comme on le fait
avec extrêmement peu d'effets secondaires, avec une très bonne marge de sécurité anticipée. Ben, voilà, espérons que tout continue comme ça a démarré. On ne peut être que très enthousiaste. Et bon, oui, effectivement, on n'a pas encore signé un grand deal avec une pharma, mais je peux vous assurer que les pharma nous regardent et comme dit Philippe, ils nous suivent de très près. Et comme dit Philippe, ben, aujourd'hui, ben, vous avez aussi vu les deals dans ce domaine. C'est beaucoup de deals quand il y a une preuve de concept. Les pharma connaissent le risque aussi, mais ils savent aussi quand ils attendent la vraie innovation. Et je pense qu'on a dans nos mains des molécules, des programmes soutenus par nos équipes qui ont vraiment un énorme potentiel. Parfait. Eh ben, écoutez, merci à tous les trois pour votre présentation très claire. Merci aux participants de nous avoir suivis et pour les questions posées. Je vous rappelle effectivement que le replay sera disponible à compter de demain sur le site internet de la société. Merci à toutes et tous. Merci. Merci à vous. Merci, très bonne soirée à tous.